Aujourd'hui, on se retrouve pour un portrait d'Olympe de Gouges, l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. De son vrai nom, Marie Gouze, Olympe de Gouges naît à Montauban le 7 mai 1748 dans une famille de la petite bourgeoisie. À 17 ans, elle est contrainte d'épouser Louis-Yves Aubry qui meurt peu de temps après leur union. Contre les usages, et voyant là la possibilité d'être libre, elle refuse de se remarier. Elle prend l'un des prénoms de sa mère, Olympe, transforme son nom en Gouges et y ajoute une particule, souhaitant par ce geste favoriser son acceptation dans les milieux littéraires parisiens. À Paris, elle vit en concubinage avec Marie-Hyacinthe Mabille, un riche protecteur qui lui demandera plusieurs fois de l'épouser, ce qu'elle refusera. Elle est vue alors comme une prostituée. Elle parvient pourtant à intégrer les milieux littéraires et se lance dans une carrière de dramaturge. Après 4 ans de procès et de polémiques, sa première pièce, Zamor et Mirza ou l'esclavage des nègres, est mise en scène le 28 décembre 1789. Cependant, le maire de Paris l'a fait interdire quelques jours plus tard par peur des troubles à l'ordre public. Concernant l'intrigue de la pièce, il s'agit de l'histoire de Zamor, un ancien esclave affranchi qui tue son contremaître pour protéger Mirza, une esclave qu'il aime. Menacée de mort, les deux amoureux s'enfuient, et Zamor va sauver la vie d'une jeune femme, Sophie, une Française, et elle et son mari Valère vont alors tout faire pour défendre le jeune couple. En ce qui concerne le contexte, il y a plusieurs choses que vous devez connaître pour comprendre l'œuvre d'Olympe de Gouges. Tout d'abord, il y a le grand hiver de 1788-1789 qui va être particulièrement froid et qui va révéler au grand jour la misère du peuple. Louis XVI va alors être forcé de convoquer les États généraux qui vont se déclarer Assemblée nationale et vont donner au royaume sa toute première constitution. Cette première constitution a pour conséquence directe une liberté d'expression plus grande, enfin en tout cas nouvelle, qui va encourager la formulation d'idées inédites. Le roi tente en vain de fuir le palais des Tuileries pour rejoindre en Allemagne la coalition royaliste en juin 1791, c'est un échec. Il va donc être contraint d'approuver la constitution le 14 septembre 1791. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissait à tous les mêmes droits. La Constitution, pourtant, va proposer un système politique à 2 vitesses fondé sur la discrimination. D'un côté, les hommes de plus de 25 ans capables de payer l'impôt et de l'autre côté, les femmes, les handicapés mentaux, les mineurs et les esclaves. Des concessions sont faites. Pourtant, en ce qui concerne les droits civils des femmes, mais il va falloir attendre le 10 août 1792 pour voir la fin de la monarchie et la proclamation de la République. Les exécutions du roi et de Marie-Antoinette précèdent de peu ce que l'on a appelé l'ère de la terreur et l'extermination de tous ceux qui sont soupçonnés, à tort ou à raison, d'être des ennemis de la Révolution. Le 30 octobre 1793, le député Amer déclare que les femmes sont inaptes à exercer des droits politiques et demande l'interdiction des associations et des sociétés féminines. Concernant le courant littéraire, il s'agit des Lumières qui voient le jour dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est le progrès des sciences, le perfectionnement des moyens de communication et la découverte de nouveaux territoires qui permet l'émergence de ce courant. Les Lumières cherchent à libérer l'homme de ses préjugés par l'instruction et combattent absolument l'obscurantisme. Cet idéal donne naissance au projet de l'encyclopédie dirigé par Diderot et d'Alembert qui vise à diffuser tous les savoirs humains. Les inégalités de la société, l'intolérance religieuse et l'esclavage sont dénoncés. Passons à présent à la présentation de l'œuvre. Il s'agit d'une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pendant la Révolution française, les femmes ont joué un rôle important, au même titre que les hommes, et pourtant, une fois la Révolution en place, elles ont été totalement oubliées. En 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est publiée et Olympe de Gouges appelle ses concitoyennes à réclamer les mêmes droits que les hommes. Ce texte est adressé à la reine Marie-Antoinette et a pour objectif de pointer du doigt les inégalités hommes-femmes que l'écrivaine estime infondées. En réécrivant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle rappelle les grands principes de la Déclaration de 1789, tels que l'égalité de tous devant la loi. Elle espère de la sorte influencer la rédaction de la Constitution qui est en voie d'adoption et qui exclut les femmes des droits civiques et politiques. Cependant, ce texte tiré à seulement 5 exemplaires n'obtiendra aucune valeur juridique et n'entrera jamais en vigueur. Concernant la structure, il y a 4 parties dans l'œuvre, mais seule la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est au programme. Cela n'empêche pas d'y faire référence dans vos écrits, donc dans votre dissertation. On commence par le premier texte, l'adresse à la reine. Olympe de Gouges invite la reine Marie-Antoinette à regagner l'amour du peuple français en permettant aux femmes d'avoir une vraie place dans la société.
Le deuxième texte, extrêmement court mais très efficace, Homme es-tu capable, dans lequel Olympe de Gouges s'adresse aux hommes, s'interroge sur la légitimité de ces derniers à occuper la première place dans la société. Elle montre que cette domination masculine fait exception par rapport aux animaux et aux végétaux. Deuxième partie, la plus importante en termes de contenu et en tout cas en termes de longueur, c'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il y a un préambule, 17 articles et un postambule qui abordent les droits et les devoirs de la femme et de l'homme d'un point de vue social, politique et économique. Les femmes doivent pouvoir accéder aux droits de vote et d'éligibilité, bénéficier de l'égalité dans les emplois. Dernière partie, le contrat social de l'homme et de la femme. Olympe de Gouges réfléchit à la séparation des biens entre les époux et les enfants en cas de séparation. Elle prévoit des lois pour permettre la reconnaissance de paternité dans le cas de naissance hors mariage et elle revient sur le statut des esclaves et des hommes noirs en établissant un parallèle avec la condition des femmes qui pour elle est similaire. Ce texte qui est aujourd'hui au programme de la classe de première, pourtant est tombé dans l'oubli et n'a été redécouvert qu'en 1986. Le mouvement féministe va lire la déclaration et voit dans ses idées, dans ses revendications, une source d'inspiration. Alors pourquoi cet oubli ? Il a différentes causes. Tout d'abord, on pourrait considérer que le contexte y est pour beaucoup. Il y a un soulagement qui est causé par cette constitution, par un retour à l'ordre, et il est possible que les révolutionnaires n'aient pas voulu ternir un petit peu ce bonheur en ressortant le texte d'Olympe de Gouges. Deuxièmement, on a du mal à pardonner à Olympe de Gouges ses hésitations. En effet, elle va à de nombreuses reprises revenir sur ses propos, changer d'avis. Elle va se proposer d'être l'avocate de Louis XVI. Voilà, autant de choses que la société révolutionnaire n'a pas vraiment envie de lui pardonner. Et enfin, eh bien, on va finir par le dernier point. Il est assez probable que les révolutionnaires n'aient pas vraiment voulu, ou en tout cas n'étaient pas véritablement prêts à accueillir une parole féminine politique. Cette œuvre, elle a une particularité, alors qui peut être très intéressante dans un devoir de dissertation, mais aussi qui peut être très complexe au niveau de sa compréhension, c'est que c'est une œuvre inclassable. Tout d'abord, on peut la voir comme une œuvre juridique. Les 17 articles montrent la dimension juridique de l'œuvre. On peut également voir cette œuvre comme un pamphlet. C'est un texte virulent qui s'attaque à une personne ou à une institution, puisque dans le postambule, Olympe de Gouges est très proche du pamphlet en s'attaquant aux femmes, mais également aux hommes. Et enfin, on peut voir ce texte comme un discours, puisque la dimension orale, la spontanéité de l'écriture font penser à un discours. Néanmoins, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que même si ce texte nous fait penser à un pamphlet, à un discours ou à un texte juridique, il s'inscrit, ce texte, dans aucun genre bien défini, puisque Olympe de Gouges s'amuse un petit peu à brouiller les genres en faisant une œuvre vraiment nouvelle. C'est un discours, ça ressemble à un discours, mais c'est pas exactement un discours. Ça ressemble à un pamphlet, mais c'est pas vraiment un pamphlet. Donc voilà, c'est une œuvre qu'on peut présenter comme inclassable. Au niveau du parcours, c'est écrire et combattre pour l'égalité. Il faut avoir à l'esprit qu'en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'artiste, qu'intellectuel, les écrivains observent la société dans laquelle ils évoluent. Ils vont utiliser l'écriture pour combattre, dénoncer, pousser à l'action. Olympe de Gouges cherche à provoquer un débat et désire supprimer les injustices que vivent les femmes. Elle aborde alors des thèmes de son temps, conditions des femmes abandonnées, statut des enfants non reconnus. Mais elle ne se limite pas à une simple dénonciation du sort des femmes, elle propose un projet réfléchi et des mesures concrètes qui ont même un retentissement à l'heure actuelle. Les raisons d'écrire et de combattre pour l'égalité sont nombreuses, le racisme, les inégalités sociales, l'homophobie, l'esclavagisme, et ce sont autant de sujets que vous pourrez aborder éventuellement dans un sujet de dissertation si vous choisissez la dissertation à l'écrit du baccalauréat.